Donc je vous présente Arnaud Jurasek, designer, membre du collectif BAM, et Thomas Thibault, également designer et membre du collectif BAM. Donc très bonne conférence et à très bientôt. Merci Sandra. Bonjour à tous. Peut-être présenter un peu plus. Donc moi, oui, donc je suis designer. Je suis diplômé de l'école Boulle. Donc c'est là où j'ai rencontré Arnaud, qui est aussi diplômé de l'école Boulle. Peut-être dire un peu ce que tu fais. Là actuellement je travaille dans un studio de design interactif qui s'appelle Cheval Vert à Paris, côté de Jaurès. Et l'année dernière j'étais donc à Boulle en DSA Design Produit. Alors, donc cette conférence qui s'appelle Connectez-vous. Donc pourquoi on a fait ça? Aujourd'hui on va traiter un peu de la question comment reprendre la main sur notre environnement numérique et pourquoi est-ce important. Donc c'est la question qu'on traite donc aujourd'hui, et je pense qu'on traite autant donc tous les deux en tant qu'individu et en tant que designer. Parce qu'en fait aujourd'hui être designer c'est un peu se questionner le monde qui est autant fait d'atomes que de lignes de code aujourd'hui. Et donc on va essayer un peu de vous donner quelques briques, quelques clés de compréhension et de fabrication, parce que l'idée c'est que vous ressortiez après de cette conférence et que vous mettiez un peu aussi les mains dans le code. Et donc voilà, et vous expliquer un peu quelques clés pour vous donner envie d'aller à la conquête du langage informatique. Donc le code est partout. Le code est vraiment partout. Je vous apprends rien en vous disant cela. Pour faire un peu peut-être une petite histoire. Voilà, vous vous réveillez le matin, vous êtes réveillé par du code. Puis vous êtes guidé à votre travail ou à l'école grâce à des algorithmes, des services, des systèmes numériques qui utilisent votre GPS ou votre carte de transport public. Ensuite, vous allez donc travailler, utiliser des dizaines d'applications, des dizaines d'outils, que ce soit l'agenda, le mail, le document de texte. Voilà, donc pas mal de choses. Vous rentrez chez vous, vous commandez une pizza donc avec votre smartphone. Pizza que vous allez manger avec vos potes lors d'une soirée que vous avez planifiée avec les réseaux sociaux. Et puis à la fin, vous irez boire un dernier verre dans un bar que Google ou Facebook vous aura recommandé suivant vos centres d'intérêt, suivant voilà, vos pages likées, etc. Et enfin, pour revenir chez vous, vous commanderez un dernier taxi avec votre application Uber pour rentrer chez vous et mettrez un réveil pour le lendemain parce que votre bracelet connecté vous a dit que vous avez mangé 4 pizzas cette semaine et qu'il est temps de faire un peu de sport, sinon ça va pas le faire. Donc bref, voilà, c'est un peu une journée un peu classique, juste pour vous dire un peu évidemment que les objets numériques, le web, Internet, du coup, est vraiment présent et fait vraiment partie pleinement de nos vies. Et du coup, ces technologies nous transforment, elles apportent de nouvelles opportunités, de nouveaux usages. Donc là, à gauche, j'ai mis un petit rassemblement qui est Nuit debout, qui a été un rassemblement donc régulier, qui a été quand même souvent amplifié, organisé, coordonné beaucoup par les réseaux sociaux, différents réseaux sociaux. Et à droite, c'est un rassemblement de chasseurs Pokémon, voilà, qui eux ne se sont pas donné le mot, mais juste un Pokémon rare dans un parc fait que de nombreux dresseurs de Pokémon se retrouvent avec leur smartphone dans ce parc. Donc ces technologies façonnent donc nos façons d'agir, d'échanger, et même de penser. Car quand l'ensemble du savoir du monde se retrouve dans votre poche, eh bien on risque on n'utilise pas forcément les mêmes zones de notre cerveau. Par exemple, en étant sollicité par de multiples notifications, on perd peut-être un peu en attention, mais peut-être en gagnant aussi au profit d'autres compétences. Voilà, et du coup, ne pas avoir besoin forcément de connaître la capitale du Burkina Faso, puisque j'ai Wikipédia dans ma poche,
nous fait peut-être perdre, nous fera peut-être perdre en mémoire, mais nous fait aussi, nous apportera peut-être de nouvelles compétences qui sont peut-être la gestion de l'information, l'aspect critique, etc., qui sont peut-être à développer. Donc tout ça pour dire que voilà, nous sommes, ces technologies nous transforment, nous sommes un peu qu'au début de ces transformations. Et ces nouveaux outils apportent un nouvel environnement de vie à l'homme, environnement que nous adoptons à une vitesse de plus en plus rapide. Pour donner un exemple, il a fallu 75 ans au téléphone pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, 10 ans pour Internet et 1 mois pour Pokémon Go. Donc je ne souhaite pas ce soir vous faire ressentir cette submersion de technologie, de cette vague numérique, mais je pense que l'idée c'est un peu de vous donner aussi les moyens de surfer sur cette évolution. Puisque en fait, il est plus qu'important, à notre sens, de ne pas juste subir cette évolution, mais de partir à la conquête de ce qui régit et construit cette nouvelle ère, qui est le code. Avant de rentrer un petit peu plus sur cette notion de code et vous donner plein de trucs fun et faciles à faire en sortant de cette conférence, on va revenir un peu sur cette question. Pourquoi est-ce si important que nous nous emparerions tous de cette matière numérique qu'est le code, ou du moins que nous le comprenions tous? Premièrement, car les programmes derrière ces objets et services numériques sont, comme on l'a dit, sont des outils qui répondent à une liste d'instructions, qui façonnent notre façon de vivre, de penser, de travailler. Et du coup, le rôle des gens qui programment donc ces objets, qui donnent des instructions, est de plus en plus croissant, se transformant la manière évidemment dont le monde fonctionne. Nous nous trouvons donc à un moment important et les conséquences sur le plan économique, social, pratique, artistique sont considérables, que ce soit d'ailleurs en négatif ou en positif. Le numérique est à la fois un remède à un poison. Aujourd'hui, l'accès à ce changement est réservé vraiment à une élite. Il y a ceux qui savent programmer et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent programmer, donc, puisque la matière numérique est une manière programmée, peuvent décider de ces changements sur le monde. Donc, comme à l'instar un peu de l'écriture ou de l'imprimerie, qui était destinée auparavant à une élite, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la démocratisation de ces savoirs et de ce pouvoir. Et vraiment, c'est un peu l'enjeu crucial de ce siècle, sûrement. Voilà. Donc, autrement dit, dans un monde un peu de plus en plus numérique, nous ne devons pas nous contenter en fait d'utiliser des programmes, mais devons apprendre à en faire nous-mêmes. Parce qu'en fait, avec le langage, les hommes n'ont pas juste appris à écouter, ils ont aussi appris à parler. Et avec l'écriture, ils n'ont pas juste appris à lire, mais aussi à écrire. Aujourd'hui, on se contente juste d'utiliser ces logiciels qui ont été écrits pour nous, ou d'entrer du texte dans des zones vraiment prévues à cet effet, sans savoir vraiment ce qui se passe derrière le bouton sur lequel je clique, quand je like une vidéo, ou les données, les informations que je donne personnelles sur Internet, etc. Et du coup, nous finissons un peu par nous adapter à ces outils au lieu de les adapter à nous-mêmes. Donc, ainsi, pour ces raisons, nous devons apprendre à produire ces logiciels, ou au moins, le minimum, au moins comprendre le code qu'il y a derrière ces interfaces. Sinon, nous sommes un peu à la merci quand même de ceux qui programment et finalement de la technologie elle-même. Car même si l'ordinateur nous a donné la capacité d'imaginer ce que l'on veut, comme vous allez voir après, vraiment peu d'entre nous savent vraiment le faire. Et voilà, et savoir programmer, du coup, c'est un peu, en tout cas ce qu'on pense, c'est être vraiment libre, être libre aussi de choisir comment et avec qui vous souhaitez réfléchir, vous souhaitez travailler, vous souhaitez vivre. Et c'est aussi avoir la capacité de régler comme l'on souhaite son environnement, qu'il soit physique ou numérique. Je vous ai mis une petite image, du coup ça c'est une vidéo de Microsoft. Donc, de Microsoft, il y en a deux. Microsoft fait tous les ans une vidéo de sa vision du futur. Et voilà, et juste pour dire que moi, personnellement, j'ai pas envie
de vivre ce futur. C'est un peu un futur où tout est interface tactile et image que l'on slide du bout des doigts. Et du coup, voilà, si je veux pouvoir agir sur ce nouveau monde, il est important de savoir du coup programmer. Et pourtant, donc, programmation est une chose assez puissante, mais et pourtant c'est pas si difficile à apprendre, ce qu'on va voir du coup après. Et c'est vraiment une ardoise vierge sur laquelle il est possible vraiment de tout écrire. Par exemple, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, pas le bon outil car il n'existe pas, ou il n'est pas adapté à vos propres usages, vos propres besoins, ou vos propres sensibilités, eh bien vous programmez cet outil en fait, c'est un peu ça le message. Peut-être que moi derrière je le prendrai, je le modifierai pour mes propres envies, parce que nos personnalités sont assez différentes et que nous ne souhaitons pas forcément la même chose. Et à l'aide d'un simple ordinateur, il est possible de changer quand même beaucoup de choses aujourd'hui, de ses comportements, de ses usages. Et cela pour de multiples raisons. Ça peut être très bien pour automatiser des tâches, parce que je veux gagner du temps, ou parce que personne n'a encore pensé à produire un service qui illumine la photo de votre grand-père sur la table de chevet à chaque fois que la station spatiale passe au-dessus de nos têtes. Voilà. Et du coup, et puis c'est peu commun, mais c'est quand même super bien. Moi, je trouve ça vachement bien. Et si j'ai envie de le faire, faites-le quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu pour une petite introduction pour dire voilà, c'est quand même assez important. Et donc je vais laisser la parole à Arnaud pour un peu expliquer cette notion un peu de programme. Alors, ouais, donc moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est un programme. Donc ça, typiquement, c'est la fenêtre c'est l'écran ouvert toute la journée sur le bureau d'un développeur informatique, d'un programmeur. Ça fait un peu peur, on ne comprend pas grand-chose, il y a beaucoup de lignes de code donc. L'idée là, c'est de désacraliser un peu ça et puis de vous expliquer ce que c'est vraiment en fait. Le moyen de faire ça, en fait, c'est de comparer un programme à une recette de cuisine. Typiquement, lorsque vous voulez cuire une tarte aux pommes, vous allez suivre une recette qui est en fait un programme. Vous allez suivre une suite d'instructions qui vont vous mener à la finalisation, à la tarte aux pommes. Donc vous allez prendre des pommes, les couper en rondelles, appliquer une pâte à tarte dans le plat, mettre les pommes, mettre la tarte dans le four, attendre un certain temps et vous aurez votre tarte aux pommes. Ça, en fait, ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle un programme. Un programme informatique, c'est ni plus ni moins que ça dans un langage que l'ordinateur va pouvoir comprendre. Si je vous donne un autre exemple, si par exemple dans cette pièce ici, on veut faire un programme, coder un programme qui va nous permettre de faire clignoter les lumières. Sans utiliser même d'informatique, je pourrais demander, donc voilà, allumer, éteindre la lumière. Si je veux faire ça sans programme informatique, je pourrais demander par exemple à Thomas, ici présent, d'aller là-bas, d'appuyer sur l'interrupteur, ce qui va avoir pour effet d'allumer la lumière, puis d'attendre 5 secondes, et de rappuyer sur l'interrupteur, ce qui va avoir pour effet d'éteindre la lumière. Et comme ça, de recommencer. Et en faisant ça, en fait, j'ai programmé Thomas pour qu'il puisse faire clignoter les lumières dans la salle. Ça, c'est un programme informatique, c'est ni plus ni moins que ça. Au lieu d'utiliser un ordinateur, j'ai utilisé Thomas, mais le concept est là. Donc là, le programme est un peu plus compliqué. Je demande à Thomas d'appuyer sur l'interrupteur, ce qui va avoir pour effet d'allumer la lumière, attendre un certain temps, rappuyer sur l'interrupteur et recommencer. En faisant ça, je vais juste dire à Thomas appuie sur le bouton, attends, appuie sur le bouton, attends, appuie sur le bouton, etc. etc. Et il n'a pas besoin d'avoir la connaissance de ce qui va se produire, de la production. Il n'a pas besoin de savoir que la lumière va s'éteindre ou s'allumer. C'est exactement... Alors, je ne vais pas dire que Thomas est bête, mais un ordinateur est bête à ce point-là qu'on n'a pas besoin de lui dire allume la lumière, il ne sait pas ce que c'est une lumière, il ne comprend pas. Par contre, en décrivant les actions qui vont nous permettre d'allumer la lumière, on va pouvoir produire un programme comme ça. Ça a été théorisé dans les années 83 par un mathématicien, informaticien du MIT, Seymour Papert, qui a développé un langage informatique qui s'appelle Logo, L-O-G-O. Ce langage, ce programme informatique, il lui a permis d'utiliser un robot, là que vous voyez sur l'écran, qu'il appelait Turtle. Donc Turtle, c'est une tortue en anglais, qui était un robot en fait qui était branché à un ordinateur en permanence et auquel on pouvait donner des instructions très simples en anglais
pour le faire se déplacer sur une feuille. Et en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la photo, j'en ai peut-être une autre après, voilà, on voit peut-être un peu mieux, au milieu, il y a un support en fait, pour mettre un stylo, et ça permettait en fait, de faire du dessin, mais programmé. Donc voilà, ça c'est une autre version du robot. Et en fait, ça se passait très simplement. Donc ça, c'est la même version, mais informatique. On disait à la tortue, avance de 10 cm, puis tourne à gauche, puis avance de 3 cm, puis tourne à droite, etc., etc. Et en lui donnant des instructions comme ça, on créait un programme informatique qui permettait de réaliser des dessins. Donc voilà, ça c'est pour Logo. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été récupéré par un Kickstarter qui s'appelle Cubeto, de la marque Primo Toys, qui propose exactement le même système pour enseigner des logiques simples de programmation, qui sont dites donc programmation séquentielle, à des enfants de 5 à 6 ans. Là, en fait, la façon dont ça fonctionne, donc vous avez le petit robot avec son smiley, ça c'est la tortue de Seymour Papert, et vous avez l'espèce d'interface derrière qui, en fait, propose, avec un système de petits cubes, de donner des instructions au robot qui va suivre les unes après les autres. Donc la flèche verte, là par exemple le programme en cours qu'il y a sur l'interface, ça va être avance, tourne à gauche, avance, tourne à droite, quelque chose dans ce genre-là. Je vais vous montrer une petite vidéo qui explique ça un petit peu mieux que moi. Cubeto, voilà. Hi, I'm Cubeto, a friendly wooden robot for small hands with big imaginations. When we're together, there's no screen to stare at or reading to do, and I'll help you learn computer programming through hands-on play. My blocks are code you can touch. My board is my control panel. Use the blocks to write programs that help me go from A to B. We'll visit cities, galaxies, oceans, and where we go is up to you. So what are we waiting for? I'm Cubeto. Let's play. Donc voilà, ça c'est Cubeto, c'est l'équivalent de la tortue de Seymour Papert. Et l'idée c'est d'apprendre, d'apprendre à des enfants très très jeunes à programmer. C'est des logiques qui vont être importantes dans leur vie après pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les programmes. Et c'est vraiment la base de la programmation, et c'est quasiment tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Ce qui nous amène à aussi un autre exemple. Là, ce que je vous ai donné pour l'instant, jusque-là, c'est des programmes qui sont très mécaniques, qui exécutent une série d'instructions, mais qui ne vont pas beaucoup plus loin que ça. Il y a une autre logique qui est très importante, c'est la logique de condition dans un programme. Pour rendre un appareil, un programme intelligent, on va lui donner des conditions pour exécuter des actions selon tel ou tel critère. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant avec ce projet, qui s'appelle donc IFT, IFTTT, avec 3 T, qui est donc IFT pour If This Then That, si ça, alors ceci, qui est un site qui vous propose de connecter tous vos services, Facebook, tous les services web qui existent, Facebook, Twitter, je vais vous montrer un peu, il y en a énormément, votre portable, tous vos appareils de domotique, de les connecter tous ensemble pour pouvoir créer comme ça des programmes qui vont interagir entre vos appareils. Typiquement, si le soleil se lève, alors allume mon Wemo Switch. Wemo Switch, c'est une espèce de prise qui est connectée, qu'on peut contrôler à distance via Internet. Et typiquement, voilà, si je branche ma lampe de chevet sur ma prise Wemo, ce site-là, IFTTT, va pouvoir la rendre intelligente, entre guillemets, grâce à cette simple condition. Si le soleil s'allume, alors si le soleil se lève, pardon, alors allume ma lampe de chevet. IFTTT, je vais vous le montrer, ça ressemble dans la pratique à ça. Donc c'est un site internet qui propose énormément de services, donc il s'appelle ça des services. Là vous voyez qu'il y a des réfrigérateurs Samsung, il y a, je ne sais même pas ce que c'est, il y a énormément d'objets connectés. Ça c'est des stores connectés. Alors bien sûr il y a tous les services de blog à la mode, vous pouvez connecter Tumblr, Medium, des services de marque-page, des outils pour le business. Mailchimp, c'est quelque chose pour envoyer des mails, des newsletters par exemple.
votre calendrier Google Calendar, ça c'est sûrement des horloges connectées, votre Dropbox, votre Google Drive, bien sûr Facebook, Skype, Twitter, etc. Votre voiture, vos contacts et votre téléphone. Et typiquement ce site-là, je vais vous montrer. C'est assez drôle d'ailleurs, pendant très longtemps ils appelaient ça des recettes, ils ont changé récemment. Si ceci, alors on va dire, je sais pas, géolocalisation, voilà. Voilà. Si je quitte une zone, donc par exemple, alors il faut que j'autorise la connexion, est-ce qu'il va me trouver? Voilà. Si je quitte le centre Pompidou, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais envoyer un SMS. Comme ça, vous aurez mon numéro de téléphone. Je vais mettre plus 33, je pense, 67, 61. Bon, c'est pas important. Bon, l'étape suivante, il me dit quoi faire. Et donc là, je pourrais, par exemple, envoyer un SMS à ma copine pour lui dire automatiquement à quel moment je sors de la conférence. Et ça, c'est un outil qui est très pratique parce que ça permet d'automatiser énormément de tâches dans votre vie de tous les jours avec tous les appareils connectés, en tout simplement créant des programmes très simples. Il y a d'autres exemples. Tout à l'heure, Thomas parlait d'être alerté quand la station internationale passe au-dessus de notre tête. On peut se connecter aux données de la NASA et à chaque fois que la station passe effectivement au-dessus de nos têtes, demander à IFTTT de nous envoyer un texto, par exemple. 16 fois par jour. Donc voilà, il y a énormément de recettes qui sont déjà disponibles et comme ça, très simplement, juste avec un système de conditions, si ceci alors fait cela, vous pouvez créer des programmes. Donc c'est ça la programmation. Le programme informatique, c'est une suite de séquences et des instructions qui réagissent seulement selon certaines conditions. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que pour faire ça dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un programmeur, pardon, pour faire ça, il faut être capable de trouver un langage de communication à terrain d'entente avec un ordinateur. Là, tout à l'heure, Thomas, quand il faisait clignoter la lumière dans la pièce, il n'avait pas besoin de savoir ce que c'était une lumière. Il n'avait même pas besoin de savoir ce que c'était un interrupteur ou ce qu'il allait se passer. Il avait juste besoin de savoir que je voulais qu'il appuie sur l'interrupteur. Bien sûr, j'aurais pu lui dire « éteins la lumière toutes les 5 secondes, puis rallume-la », il aurait compris. Mais un ordinateur est beaucoup plus bête et n'est pas capable de comprendre ça. Donc quelque chose qui est intéressant, c'est de voir un petit peu justement ce que c'est justement le vrai code, le langage informatique, à quoi ça ressemble. Quelque chose qui est intéressant de faire, par exemple, c'est de prendre une image. Donc là, c'est une image .jpeg, c'est un format d'image qui est très populaire. De prendre une image et de voir ce qui se passe quand on l'ouvre, quand on essaie de la détourner un peu et qu'on l'ouvre dans un éditeur de texte. Parce que l'ordinateur est justement très bête, il va essayer de l'ouvrir dans l'éditeur de texte et il va interpréter en fait l'image en termes de texte. Et ça permet de voir de quoi est vraiment constituée cette image pour un ordinateur. Donc dans l'idéal, on aurait quelque chose qui ressemble à ça, qui est donc du code binaire, parce qu'il faut savoir qu'un ordinateur, à la racine même de son fonctionnement, il y a du code binaire, qui est donc des 0 ou des 1. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Généralement, quand on ouvre, vous pourrez le faire chez vous, une image dans un éditeur de texte. Donc là, c'est TextEdit sur Mac, mais vous pouvez le faire avec Notepad sur Windows. Ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Généralement, en fait, l'ordinateur, il panique un peu, il comprend pas ce qu'on lui demande, et il a les informations de l'image et il les envoie comme il peut dans le texte. Quand on l'ouvre avec un éditeur de texte un peu plus spécialisé, on arrive à quelque chose qui ressemble à ça, qui est déjà un petit peu plus clair et plus lisible pour un programmeur en tout cas, qui correspond en fait à chaque information pour chaque pixel. Là, ce qui se passe, ces 4 chiffres-là, par exemple, vont coder le pixel numéro 1 de l'image en termes de couleur. Et c'est comme ça qu'en fait l'ordinateur, lui, va comprendre à quoi ressemble l'image. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir pour chaque pixel de l'image de quelle couleur il est. Bon, alors bien sûr, je prends des raccourcis, et c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. Mais voilà, l'idée est là. Et en fait, ce qui est intéressant du coup par rapport à ça, c'est de se dire, j'ai la possibilité d'éditer le texte, l'intérieur vraiment, les tripes de l'image. Qu'est-ce qui se passe si, comme ça un petit peu au hasard, je commence à supprimer des lignes ou à taper du texte à moi et que je réenregistre en image? Et bien là, typiquement, on l'a fait avec l'image qu'on avait au début. On a, avec Thomas, comme ça, un peu au hasard,
copier-coller des morceaux, supprimer d'autres morceaux, écrire 2-3 trucs dans le fichier texte et réenregistrer le fichier en image. Et l'ordinateur, parce qu'il est très bête justement, et que lui, il a l'habitude de comprendre ça en termes d'image, et ben, quand on rouvre l'image avec normalement, on se retrouve avec une image comme ça qui est complètement abîmée, avec des pixels qui bavent, des répétitions. Là, vous voyez que le bas de l'image, les 20 dernières lignes de pixels sont même pas affichées. Voilà, il se passe comme ça des choses qui sont un peu intéressantes, qu'on ne comprend pas forcément, mais que l'ordinateur en fait réinterprète. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que c'est un moyen de faire naître une nouvelle esthétique. C'est le travail par exemple de Rosa Menkman, qui est donc une artiste allemande, qui se dit glitch artiste. Alors un glitch, qu'est-ce que c'est? C'est un bug dans une image, justement, c'est ce que vous avez là. Quand vous regardez des films sur votre ordinateur ou sur un DVD, des fois le DVD est un peu rayé ou le fichier est corrompu, vous avez des pixels comme ça qui glitchent, justement, qui bavent. Et Rosa Menkman, justement, elle s'est intéressée avec une série de portraits à ça, à voir justement comment on pouvait altérer le texte qu'il y a dans l'image pour en faire quelque chose d'autre. Et donc là, vous avez toujours le même fichier de base, mais enregistré sous différents formats, donc JPEG, PNG, il existe plein de formats comme ça d'images. Elle supprime exactement le même endroit, à chaque fois elle altère de la même façon chaque fichier, mais parce que l'ordinateur va interpréter différemment selon que c'est un JPEG ou un PNG, il va se passer des choses différentes. Voilà, là l'image est complètement elle est coupée en deux, une ligne sur deux, ça c'est intéressant. Là c'est quelque chose de plus classique, ça je crois c'est du JPEG 2000, un algorithme de compression. Et donc voilà, avec ça on commence à comprendre que l'ordinateur, lui, il n'a pas de notion de ce qu'est une image, tout ce qui l'intéresse c'est le code, les chiffres qui vont justement donner les informations pour chaque pixel de l'image. Un autre exemple que je voulais vous montrer, qu'on va faire ensemble, c'est la façon dont l'ordinateur interprète une page web. C'est quelque chose auquel vous êtes confrontés tous les jours. Donc pour faire ça, on va ouvrir un site qui s'appelle Motherfucking Website, pardon pour l'anglais, qui est une espèce de blague de développeur qui est sortie il y a peut-être un an, pour rappeler ce que c'est vraiment l'essence d'un site internet. Parce qu'aujourd'hui, les sites deviennent de plus en plus compliqués, il y a des effets dans tous les sens, ça clignote, ça bouge, il se passe plein de trucs. Et ça, ce site-là, c'était pour rappeler justement aux développeurs de sites internet qu'un site, il y a juste besoin de texte. L'avantage de ce site-là, donc je vais l'ouvrir dans mon navigateur, donc voilà, il est là. L'avantage de ce site-là, c'est qu'il est très très simple et qu'on va pouvoir justement regarder encore une fois ces tripes et regarder un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc si là je suis sur Chrome, ça marche sur Firefox, ça marche sur la plupart des navigateurs modernes, à part Safari. Voilà, je fais un clic droit et que je clique sur Inspecter, ça c'est un outil qu'on utilise beaucoup en développement web. Je peux comme ça voir le code source du site sur le côté. Je ne sais pas si c'est lisible, je peux peut-être zoomer un petit peu. Voilà. C'est mieux? Voilà. Donc, à gauche, vous avez toujours le site qu'on a ouvert, et à droite, on a le panneau d'inspection qui permet, comme quand on ouvrait l'image tout à l'heure sur TextEdit, de voir à quoi ressemble ce site internet pour l'ordinateur. Ce qui se passe en fait quand j'ai tapé motherfuckingwebsite.com dans l'adresse, mon ordinateur, là, qui est ici, est allé toquer à la porte du serveur à l'autre bout d'Internet pour lui demander d'afficher cette page-là. Et ce serveur a envoyé tout ce texte sur mon ordinateur qui, à partir de ces éléments-là, ce code, l'interprète en forme de page pour que nous, on puisse le lire. Et donc là, si vous regardez, en fait, c'est composé de blocs. Voilà, donc là, il y a un P c'est pour paragraphe, qui contient l'intégralité de ce paragraphe-là, qui est en surbrillant sur le côté. Et donc voilà, il se passe différents trucs. Et en fait, l'autre chose qui est intéressante, c'est que là, dans cette fenêtre-là, on a donc ce qu'on appelle du code HTML qui contient tout le contenu du site, mis en forme et structuré pour avoir la hiérarchie des paragraphes, des titres, etc. Et en dessous, dans la petite fenêtre style, vous avez justement tout le code qui va permettre de mettre en forme ce site. Là, il n'est pas très beau, on peut faire un petit test par exemple. Je vais pouvoir, je le trouve un peu serré sur les bords, je vais pouvoir commencer à remettre un peu plus de marge sur les côtés, je sais pas, on va mettre 100 pixels de marge.
Voilà, ça c'est par exemple c'est l'indication c'est le mot-clé padding qui dit à l'ordinateur de me mettre plus de marge sur les côtés. Si je veux commencer, je sais pas moi, à lui mettre un arrière-plan jaune par exemple, je peux écrire background pour arrière-plan yellow. Moi, généralement c'est pas très beau les démos comme ça. Je sais pas, le titre est un peu petit, je vais peut-être augmenter un peu la taille de la typo. Voilà. Et je peux comme ça dire à l'ordinateur, lui donner des instructions comme ça très simplement pour lui dire non, cet élément-là, je veux que la taille soit en 60 pixels, je veux qu'il soit plutôt en fond de famille, en Helvetica par exemple. Helvetica, voilà. Et comme ça, je peux venir modifier un site. Alors là, bien sûr, ce que je fais, il n'y a que mon ordinateur qui en a conscience. Je ne suis pas en train d'éditer le site à l'autre bout d'Internet. Ça, je peux vous le montrer avec une autre page qui est peut-être un peu plus compliquée. Donc ça, c'est la page de l'atelier que Thomas fera tout à l'heure. Voilà. Et là, si je regarde tout de suite, là, il se passe déjà des trucs. Le site précédent, il n'y avait aucun style, justement. Il n'avait pas connaissance d'éléments de graphisme. Là, ce site-là, il y a déjà des informations. Il y a déjà, par exemple, une typo. Si je la désactive, bon là, on ne voit pas. Si, par exemple, j'inspecte ça. Voilà, là, par exemple, il me donne déjà une couleur. Je peux changer pas grand-chose. Ça devient très vite compliqué, c'est ça qui est... Si je change par exemple encore la typo, voilà, je peux comme ça commencer à regarder un peu comment est fabriqué un site. Et ça, c'est un peu les deux principales choses que je voulais montrer, voulais vous montrer sur ce qu'est un programme. Donc c'est une suite d'instructions et des instructions qui sont suffisamment claires pour l'ordinateur pour être comprises. Et par rapport à ça, je vais laisser la parole à Thomas qui va continuer sur des petits exemples. Alors pour continuer un peu sur voilà, des petits exemples, alors, plutôt d'interaction plutôt physique, puisque on peut commander des choses autant immatérielles que matérielles. Donc là par exemple, voilà, j'ai envie d'avoir une plante qui me dit qu'elle a besoin d'eau, du coup qu'elle me prévienne de multiples façons. Donc on a vu avec IFTTT qu'on pouvait faire de certaines manières. Donc voilà, donc ce que j'ai besoin en gros pour faire ça, qu'elle me prévienne par une petite lumière rouge, verte ou jaune, c'est les éléments qu'il y a à gauche. C'est-à-dire j'ai besoin d'un programme. Ici je l'ai écrit un peu avec mes mots, c'est-à-dire si le taux d'humidité est entre 0 et 30%, allume la lumière rouge, si le taux d'humidité est entre 31, allume la lumière jaune, etc. C'est un peu comme quand Arnaud me disait allume la lumière, attends, éteins la lumière, attends, etc. Je vais avoir besoin des entrées, on appelle ça des inputs, c'est-à-dire quand on disait si dans if this then that, donc le this, c'est-à-dire s'il se passe ça, alors fais ça. Donc dans les entrées, on peut avoir plein de choses, on peut avoir plein de capteurs de température, des capteurs de luminosité, des capteurs de pression, etc. Plein de choses. Moi, ce que j'ai envie d'avoir là, c'est un capteur, donc c'est ce qui est à gauche, un capteur d'humidité que je vais planter directement dans mon pot. Je vais avoir besoin d'un output, c'est-à-dire une sortie, c'est-à-dire si mon capteur capte quelque chose, il faut que il puisse me montrer que la plante a besoin d'eau. Du coup, ça, je vais prendre des petites lumières, des petites diodes de couleur. Et donc, je vais prendre aussi une pile pour donner l'électricité à tout ça. Et je vais utiliser une petite carte qui va permettre, en fait, une carte électronique qui va permettre d'enregistrer en fait, mon programme à l'intérieur de cette carte, et c'est elle qui va faire en sorte d'actionner en fait ce code, de suivre les instructions et de faire en sorte que ma plante me dise quand elle a besoin d'eau. Cette petite carte, voilà, c'est donc la plus connue, c'est Arduino. Vous entendrez souvent me parler, on a déjà fait des ateliers ici à la BPI, qui est un projet open source et
et qui est très très connu. En fait, en gros, ça c'est une carte, c'est un ordinateur mais vide, c'est-à-dire il a aucune instruction, il a une mémoire, mais il a aucune instruction à l'intérieur. Du coup, je vais pouvoir mettre toutes les instructions que je souhaite à l'intérieur, donc comme le texte que j'ai écrit un peu avant, et il va faire en sorte de faire fonctionner toutes ces instructions. Donc pour ces instructions, ce petit texte, on peut l'écrire de multiples manières. Là, je l'ai écrit un peu avec mes mots, mais pour que l'ordinateur le comprenne, il y a plein de manières. Et il y a plein de logiciels, il y a plusieurs langages qui permettent d'écrire ces petits textes. Donc une des formes de programmation, c'est la programmation visuelle. Donc c'est le cas par exemple de Scratch, que du coup c'est l'atelier qu'on va faire juste après, qui est en fait, on va pouvoir programmer avec des boîtes. Par exemple, il va y avoir la boîte bouge de 10 pixels vers la droite. Et une boîte, par exemple, si je clique, alors bouge de 10 pixels vers la droite. Enfin, voilà, on va connecter des boîtes comme ça. C'est un peu comme ce qu'on présentait avec le si ça fait ça, fait ça. Et du coup, voilà. Donc, en visuel, donc ça, on verra ça. Là, pour que vous saisissiez bien, chacune des boîtes, en fait, c'est une étape de la recette de cuisine de tout à l'heure, par exemple. Et ce qui est à droite, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment C'est la tarte. Ouais, c'est la tarte. D'autres moyens de programmer visuellement, ça c'est Pure Data, qui est un logiciel de programmation sonore. Donc là, on va vraiment travailler, c'est un truc, c'est plutôt pour programmer du son, on va travailler vraiment avec la fréquence hertzienne, mais on peut programmer beaucoup d'autres choses. Et voilà, c'est juste pour vous voyez, là, c'est des petites boîtes qu'on vient, donc chaque boîte a une fonction, on vient les lier les unes entre elles, etc. Donc c'est des trucs assez jolis, enfin moi je trouve ça assez beau. Voilà. Et après, il y a d'autres moyens de programmer qui sont écrire du texte. Donc ça, c'est le cas notamment pour Arduino, donc cette petite carte pour programmer des choses physiques, ou encore Processing. Donc Processing qui est donc un des ateliers donc de demain et la semaine d'après aussi, et qui est de suite. Voilà, qui va avoir, on va vraiment écrire ce programme, donc avec une certaine grammaire, un certain vocabulaire qui est vraiment propre à ce logiciel. Mais voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu aussi sur la page web juste avant. Et donc moi je voulais vous montrer aussi voilà, plein d'exemples de choses qu'on peut faire un peu ludiques, pratiques, utiles pour soi ou pour d'autres, hein, artistiques, et vous me présenter un peu voilà, vraiment un échantillon très réduit de choses qui existent. Voilà, donc pour commencer, il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle HappyDo, qui est un doudou en fait, qui permet d'être connecté, qu'on vient programmer en fait. Et on peut le connecter à Scratch par exemple, du coup c'est le logiciel que je vous ai montré avant. Les parents vont pouvoir le programmer, ou le grand frère va pouvoir le programmer facilement pour que peut-être son petit frère puisse utiliser ce doudou, et en touchant les extrémités, donc c'est des extrémités conductrices, commander n'importe quoi en fait. Il peut commander la lumière, le son, lancer une musique, etc. En fait, le code c'est un peu une ardoise vierge, du coup je peux imaginer ce que je veux. Et ce doudou est un peu une interface en fait pour qu'on vient programmer pour commander tout et n'importe quoi. Donc voilà, un projet assez cool. Berre conductive, alors je vous présente un peu d'autres choses qui ne sont pas forcément des outils de programmation, mais qui peuvent être utiles pour fabriquer plein de choses un peu. Voilà. Donc berre conductif, c'est du coup je sais pas utiliser Mac, est-ce que tu peux faire comme tu fais là, ça. Et du coup c'est de la peinture conductrice. On va pouvoir faire plein de choses. Il y en a deux. J'ai spoilé. C'est la Dot World, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est juste de la peinture conductrice, et il y a une petite carte, vous avez vu, un peu comme Arduino, qu'on va pouvoir programmer, et on va pouvoir lui dire de réagir en fonction de ce qu'elle va capter. En fait, nous on est chargé en courant électrique, et du coup quand on va passer notre main au-dessus, elle va sentir cette différence électrique, et on va lui dire vas-y, joue ce son, etc. Et il y avait l'autre, du coup je veux bien avec l'autre assistant. Merci. Ça c'est un... Vas-y, peut-être avancer un peu. Alors ça, du coup, là, c'est pour allumer une lumière, par exemple.
Au lieu d'avoir un interrupteur, là c'est juste de la peinture peinte sur un mur. Et ils l'ont aussi, alors ce que je vais trouver, ils l'ont plugué à ce que je vais vous montrer juste après. C'est un projet qui s'appelle Little Bits. Je vais le montrer tout de suite d'ailleurs. Vas-y, je peux vous dire. Après, donc Little Bits en fait, c'est plein de petits modules électroniques. Chacun a une fonction. Va y avoir, alors peut-être trouver la vidéo. Il y a une fonction, il y a un petit objet par exemple qui va donner du courant. Il y en a un autre qui va être un volume. Et il y en a d'autres qui va être une lumière. Et si on les plug les uns à côté des autres, du coup, on va pouvoir gérer le volume, l'intensité de la lumière avec ce bouton de volume. Alors je crois qu'il y en a un autre qui est. En fait, on va vous montrer avec celui-là, ouais. Voilà, une vidéo où justement quelqu'un qui utilise le kit Little Bits pour faire 3 petites inventions comme ça très facilement avec ce système de programmation par petits blocs. En fait, les petits blocs sont aimantés, donc c'est super intuitif à utiliser. Donc là, il branche la batterie. Ça, c'est un kit Bluetooth. J'ai pas vu l'autre. C'est un moteur. Oui, c'est un moteur. Et donc voilà, ça c'est un petit servomoteur. Et en faisant ça, en fait, il va pouvoir se connecter à cet appareil-là avec son téléphone et activer à distance le servomoteur, ce qui va avoir pour effet d'appuyer sur l'interrupteur. Ça permet de se passer d'un Thomas. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il fait. Voilà, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Toujours avec exactement les mêmes composants. Il va rajouter un capteur de lumière. Donc c'est un petit truc qui dit au reste du circuit si beaucoup de lumière leur fait ça, sinon fait ça. Et en collant un petit peu ça sur des lunettes de vue, il fabrique comme ça très simplement un petit dispositif qui lui permet de passer en mode lunettes de soleil quand il y a de la lumière. Voilà, ça c'est une forme de programmation. Et la dernière, je sais plus. La dernière, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il fait un truc pour pas brûler ses chamallows. Voilà, et là c'est quelque chose de beaucoup plus manuel. En fait, il contrôle directement la vitesse du moteur avec un petit slider. Et ça lui permet comme ça d'avoir une cuisson uniforme de son chamallow. Voilà, ça c'est Little Bits. Donc tous ces trucs, vous pouvez les connecter un peu tous ensemble, enfin essayer de trouver de nouveaux usages avec. Ça c'est... alors ça, mais comment tu... C'est 4 doigts. 4 doigts, ok, pardon. Je devrais me mettre au code d'Apple. Celui-là. Alors ça c'est un mec qui en avait marre que les gens... en fait il s'est acheté un petit studio mais qui donne direct sur la rue. Un bureau où il travaille, un atelier, et les gens s'arrêtaient toujours pour regarder ce qu'il faisait, et du coup il en avait marre, il n'avait pas de vie privée, et du coup il s'est créé un petit rideau qui suit les gens en fait pour pas que les gens regardent à l'intérieur. Donc derrière il y a tout un programme qui reconnaît les gens qui passent dans la rue, et en fonction de la position des gens par rapport à la fenêtre, il bouge le rideau à droite ou à gauche. Du coup, ça a eu un peu l'effet inverse, parce que du coup, les gens, après, se passaient le mot et dans tout le village venaient voir cette installation. Voilà, là, c'est les composants du programme, justement. Une caméra de surveillance, un petit ordinateur qui analyse la position des gens. Et le rideau, en fait, est fixé à un moteur. Et il active le moteur pour qu'il aille plus ou moins à gauche ou à droite. Et ouais, du coup, les gens dansent devant sa fenêtre maintenant.
Ensuite, du coup, en fait, il faudrait que je fasse ça. J'en ai sorti un autre. Je trouvais. Hop. Alors là, du coup, ça c'est un. Ça, il a pris des. En fait, les chats, ses chats sont trop gros. Enfin, voilà, il a un peu envie de gérer la consommation du coup de croquettes des chats. Du coup, il a pris des disques. Comment ça s'appelle RFID. Des disques et RFID. RFID, c'est du coup, c'est ce qu'il y a dans vos passes de transport public Navigo. Du coup, ça peut s'acheter. Il les a mis sur les colliers et qui commande en fait, des disques CD pour bloquer l'accès aux croquettes. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un peu de récup et c'est vraiment adapté en fait. Enfin, vraiment, il a créé quelque chose qui n'existait pas. Il avait envie de faire ça vraiment pour ses deux chats et l'adapter vraiment à son usage personnel. Et du coup, le code lui a permis de faire ça. Donc ça, c'est avec Arduino. C'est la petite carte bleue là. Voilà. Après, avec quel doigt ? Dans l'autre sens. Alors ça, j'ai pas de vidéo, mais c'est quelqu'un en fait. Donc ça, c'est son grand-père qui du coup avait Alzheimer et qui faisait pas mal de fugues. Et du coup, pour prévenir en fait, enfin, le problème c'est que du coup sa tante avait plein de problèmes parce qu'elle devait surveiller et du coup elle dormait pas parce que pour surveiller les fugues de cet homme. Et il a eu l'idée en fait de créer un petit capteur en fait qu'il met sur les chaussettes de son grand-père. Qui est un capteur de pression, du coup qui détecte en fait si ce grand-père pose le pied en fait par terre dans une certaine zone, et ce qui avertit en fait par téléphone la personne qui est censée du coup surveiller. Et du coup voilà, donc c'est un truc qu'il a fait, qu'il a développé et du coup qu'il a même commercialisé, je crois à la fin. Mais voilà, il a vraiment fait pour son propre usage ce truc. Alors ça c'est Thomas Thibault, c'est moi. Alors, ça c'est un truc que j'ai fait. Alors, où est-ce que c'est ? C'est là. J'essaie de repenser le pierre-feuille-ciseau. Alors, c'est un petit prototype avec des gants. Voilà, c'était un peu rigolo. Donc là, c'est pierre-feuille-ciseau assez classique où les gants détectent en fait. C'est quoi cette petite pub ? Où des gants détectent en fait si je fais pierre-feuille ou ciseau simplement avec des fils qui se touchent ou qui se touchent pas, et du coup il y a une petite projection au sol pour savoir qui a gagné en vert ou rouge et une petite princesse qui se déplace vers le gagnant. Donc ça c'était un peu, c'est ce que vous connaissez en pierre feuille ciseaux, et ce que vous allez voir après, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand il y a une égalité. Et en fait quand il y a une égalité papier, ciseaux ou pierre, il fallait envoyer un Hadouken, donc c'est un geste particulier, à l'adversaire le plus rapidement possible, du coup ça devient un jeu de réflexe, pour envoyer une boule de feu ou une boule d'électrique ou, voilà, à l'adversaire. Donc tout ça c'est fait avec pareil, du Arduino. Et voilà, c'est juste des petites choses un peu ludiques que j'ai programmées vraiment en très peu de temps. Et j'ai pas fait un master en programmation avant, j'ai appris la programmation vraiment sur le tas à ce moment-là et ça m'a pas demandé beaucoup de temps. Comme ça. Alors après, il y avait quoi ? C'est toi. Ah oui, alors ça c'est mon projet de diplôme, donc c'est pareil, je suis pas du tout issu d'une formation de programmation, de développement, etc. J'ai appris à coder un peu par moi-même aussi. Et pour mon projet de diplôme, donc en DSA, Design Produit l'année dernière, j'ai créé un programme qui permet de générer des formes, qui permet de générer des objets. Je vais pas vous embêter avec toute la théorie derrière, mais en gros l'idée c'était de voir ce qui se passait quand un objet, si un objet avait un code ADN, un code génétique, qu'est-ce qui se passait si on pouvait justement faire se reproduire entre eux des objets. Et du coup, avec tout ce que ça implique en termes d'hérédité, de mutation de gènes, etc. Et donc ça donnait ces objets-là à la fin, qui ont été donc générés par un programme informatique qui est en soi pas super compliqué en plus, qui a été fait avec Processing, le langage que Thomas vous expliquait et auquel je formerai demain soir. Donc voilà, ça c'était Super Shapes.
un dernier petit projet, ça c'est My Human Kit, c'est une association, une start-up, je ne sais plus trop, qui fait plein d'objets pour aider les personnes handicapées ou déficientes, du coup physiques ou voilà, qui ont certaines déficiences. Donc là c'est un sonar en fait pour aveugles. Qui doit faire, je pense, un son ou qui pourrait même vibrer, je ne sais plus exactement comment il fonctionne, mais qui, du coup, détecte où sont les éléments. Ils font plein d'autres choses, ils font des mains aussi un peu bioniques, etc., pour ceux qui ont perdu l'usage de leurs mains. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et ça... ouais, ça, c'est aussi pour vous montrer que n'importe qui peut aujourd'hui utiliser tous ces outils qu'on vous montre depuis tout à l'heure pour répondre au mieux à leurs besoins très spécifiques. Ça, typiquement, c'est un YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle I Like to Make Stuff. Il aime fabriquer des trucs. C'est un maker, il est un peu menuisier sur les bords et il a un petit atelier chez lui avec des enfants. Et il fait beaucoup de vidéos et l'atelier, c'est dangereux. Et puis quand il fait des vidéos, il ne faut pas que les gens rentrent pour faire du bruit. Du coup, en l'espace de 2 jours, en un week-end, il s'est dit, je vais me faire un petit panneau lumineux avec des boutons qui vont me permettre d'indiquer à la porte de mon atelier si je suis en train de travailler que c'est dangereux, si je suis en train de filmer qu'il ne faut pas rentrer, etc. Et donc là, bon, il montre tout son processus de fabrication de l'objet et de programmation. Et là, il explique que c'est la première fois de sa vie qu'il programme. Il se lance dans un projet assez ambitieux en plus. Et il utilise donc un Raspberry qui est un peu comme l'Arduino, un petit ordinateur sur lequel on peut brancher des objets, des capteurs. Donc là, les capteurs qu'il utilise, c'est des boutons et des sorties. Donc tout à l'heure, les LED dont Thomas vous parlait, là, il utilise carrément un écran. Je passe dans la vidéo juste pour vous montrer le résultat. Voilà, et donc le résultat, c'est ce petit boîtier qu'il installe à l'entrée de son atelier avec 4 boutons pour justement indiquer, dire à l'écran ce qui se passe. Donc voilà, et ça a été programmé en l'espace d'un week-end. Je crois qu'on a fait le tour de toute façon sur les exemples, etc. Donc de toute façon, après, Internet a permis aussi de vraiment diffuser un maximum de choses. Vous pourrez trouver des tonnes et des tonnes de tutoriels, de vidéos, etc. Sur Internet. Des forums aussi, si vous avez un problème, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà répondu à ce problème ou un problème un peu similaire. Donc là, c'est vraiment une invitation aussi à y aller, quoi. Allez-y, c'est vraiment pas compliqué à programmer. Donc il y a des sites, je vous ai mis quelques sites sur lesquels vous pouvez commencer à apprendre à programmer, comme Code Academy, qui est pas mal. Tu te souviens les programmes, les langages oui, alors lui, typiquement, on vous parlait de différentes formes de programmation. Là, c'est vraiment pour apprendre à coder, donc avec du texte. Vous pouvez apprendre de processing, vous pouvez apprendre à faire des sites internet en JavaScript, etc. Il y a plusieurs langages qui sont disponibles, c'est assez bien fait. Ensuite, là, c'est Open Classroom qui est assez connu. Ils font plein de cours de beaucoup de choses, et notamment des cours pour apprendre à programmer en plein de langages différents. Là, c'est pour ceux qui aiment jouer aussi. Donc ça, c'est un jeu vidéo dans lequel vous pouvez, pour avancer et pour combattre les ennemis, il faut programmer en fait à droite et lui dire avance à droite, puis frappe, puis revient vers derrière, etc. Donc c'est assez rigolo. Et Instructables, c'est un peu la plateforme de partage de tutoriels dans le monde entier. Vous pouvez autant apprendre à faire une bonne ratatouille, comme apprendre à faire en sorte que mon chat ne mange pas trop grâce à un Arduino, etc. Donc c'est assez cool. Donc merci pour ça. Je vous ai mis aussi le lien, si jamais vous voulez retrouver les liens qu'on vous a mis, qu'on a fait pendant cette présentation, et aussi le fichier les slides. Vous pouvez les retrouver sur ce lien si jamais vous voulez les prendre en photo. Voilà. Merci. Et du coup, si vous avez quelques questions. Alors, oui. Quelles sont vos commentaires sur les algorithmes Plus précisément, en général, alors c'est une question assez vague. Un algorithme, en fait,
C'est un terme un peu, c'est un peu un mot valise. Ça veut pas dire, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Un algorithme, en fait, on le définit justement exactement comme j'ai défini le programme tout à l'heure, comme une suite d'instructions. Donc au final, algorithme, programme, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil. Donc, voilà. Oui. En fait, un algorithme, enfin un programme informatique, c'est un terme plus général pour désigner un algorithme. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait se procurer le matériel Arduino. Arduino, oui. En ligne sur plein de sites, c'est très très connu. Du coup, même normalement sur des boutiques d'électronique, vous pouvez trouver des Arduino. Il y en a plusieurs sortes, puisque des fois il y en a qui sont plus miniaturisés pour mettre dans des choses plus petites, d'autres qui ont été faites pour mettre sur les vêtements pour que ça soit lavable, des choses comme ça. Il y a plusieurs Arduino. Le Arduino Uno, c'est la base. Mais vous pouvez le trouver partout. Ça coûte 20 €. Ouais. C'est vraiment pas cher. L'électronique, c'est assez démocratisé pour que plein de composants ne soient pas trop chers en fait aujourd'hui, dont Arduino. Je suis pas sponsorisé, mais à Selectronic, à Nation, ils en vendent. D'accord. Sinon. Et j'ai une deuxième question. Du coup, en fait, vous connectez un câble USB via l'ordinateur, oui. Et il y a une sorte de... pas de logiciel, mais de logiciel. Et dans le logiciel, vous programmez et directement après... C'est exactement ça, c'est en câble USB. Il y a un logiciel qui s'appelle Arduino qui permet de coder. Alors il y a différents logiciels en plus. On peut coder sur Arduino en Scratch maintenant. Enfin, il y a plein de trucs. Soit l'Arduino reste branché sur l'ordinateur et dans ce cas on peut s'en servir pour augmenter un peu les capacités de l'ordinateur en lui rajoutant toutes sortes de capteurs et contrôler directement le Arduino via l'ordinateur. C'est quelque chose qui se fait pas mal. Sinon, on peut aussi créer des programmes, les enregistrer dans la mémoire de l'ordinateur, de l'Arduino, le débrancher, le connecter à une alimentation externe, à une pile de 9 volts ou à une prise secteur, et le brancher n'importe où. Le langage, c'est du C, ouais, c'est du C. Après, on peut s'en servir aussi avec Processing, et Processing, c'est du Java. D'accord. Mais il existe... c'est des outils qui ont une telle cote de popularité ces 5 dernières années. Ça a été porté quasiment dans tous les langages qui existent. C'est vraiment, s'il y a un langage en particulier que vous voulez utiliser, ça a sûrement déjà été fait. Donc c'est vraiment très 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 souple comme plateforme. D'accord. Merci. Et devant. Le logiciel processing, c'est la question. Le logiciel processing, à quoi sert-il, Arnaud? Alors, fais ta promo. Processing, donc il y avait une fenêtre tout à l'heure, je vais la remettre. On remonte. Voilà. Processing, ça ressemble à ça. C'est un langage. Alors c'est assez intéressant en plus. Alors c'est pas un langage, c'est un peu compliqué en fait. Le langage c'est Java derrière, si ça vous intéresse. C'est un logiciel qui a été développé dans les années 90, si je dis pas de bêtises, par 2 chercheurs au MIT sous la tutelle de John Maeda, c'est un designer. Et c'est assez intéressant ce qu'il disait, lui, John Maeda. Il pense que tout le monde justement devrait apprendre à programmer, et notamment les artistes. Que dans les années 90 surtout, il y avait vraiment une grosse scission entre les artistes et les ingénieurs. Et lui s'est dit, bon, on va arrêter ça, on est au MIT, on a des ingénieurs qui vont apprendre à coder et faciliter la programmation à des artistes. Et ça, ce logiciel-là, en fait, Processing, c'est exactement ça. C'est un logiciel qui permet à des artistes très facilement de créer des programmes pour générer des images, pour faire des installations interactives. Le projet que je vous montrais tout à l'heure avec les objets, je l'ai fait sur Processing. C'est un logiciel qui... Tu cherches un lien ? Voilà. C'est un logiciel qui permet de faire du jeu vidéo, qui permet plein de trucs comme ça. Et c'est la formation qu'il y aura demain. D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce que c'est une partie code et une partie graphique ou c'est que en code? Processing, c'est que en code. D'accord. C'est que en code. Mais ça affiche une petite fenêtre avec le résultat du code. D'accord. Et je voulais savoir si, par exemple, on crée une application, par exemple, pour Android, au niveau des droits, qui c'est que est propriétaire du... Voilà, c'est une grande question. Alors déjà, il faut savoir que Processing, le logiciel, il est open source, il est complètement gratuit. Alors bien sûr, en le téléchargeant, on peut faire une donation à la fondation Processing, qui est une fondation à but non lucratif. C'est eux, leur démarche, c'est vraiment de faciliter l'accès à la programmation.
Pour des artistes, mais pas que. Aujourd'hui, c'est beaucoup pour des hobbyistes, pour des gens qui programment des trucs pour leurs chats, etc. Donc c'est gratuit. Après, quel que soit le langage de programmation utilisé, c'est comme utiliser une perceuse Black & Decker super chère. C'est pas parce que vous percez quelque chose avec une perceuse Black & Decker que Black & Decker a les droits sur ce que vous avez fait avec. Donc la programmation, enfin les logiciels de programmation comme ça reste des outils. Vous en servez comme vous voulez. C'est pas vrai forcément avec tout. Encore quelques questions? Non, donc on peut libérer nos intervenants. Merci. Merci. Merci.